Le coup de tocsin. Et je suis très heureuse donc de recevoir Christophe Eoch Duval à la volée. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc haut fonctionnaire, juriste, essayiste. Vous avez déjà écrit plusieurs ouvrages, dont celui-ci, Le prix de l'insécurité, enquête sur une défaillance d'État, aux éditions Erol. Mais aujourd'hui, on présente L'inflation normative, aux éditions Plomb. L'inflation normative, je connaissais le sujet, à vrai dire, déjà avant, et puis on en avait déjà entendu parler. Puis on connaît aussi certains politiques comme David Lisnard qui s'en sont emparés. Mais quand on lit votre livre, on est désemparé, justement, pour le coup, parce que c'est beaucoup plus grave, en fait, que ce qu'on pensait, beaucoup plus grave et beaucoup plus absurde, en fait. Et là, on nage en pleine absurdité. Absurdie, comme on dit en Absurdie, général. exactement. Et en plein absurdistan, même. Alors, peut-être, pour commencer, avant d'aller jusqu'à l'absurdistan français, qui est quand même un peu notre spécialité, on va partir du démarrage, c'est-à-dire vous avez décidé, vous, de tenter de calculer cette norme et où nous en sommes. Et vous avez trouvé une référence qui est peut-être plus sérieuse que la fameuse fable des 400 000 normes qui tuent la Ah France. non, alors ça, Vous il ne êtes- faut pas du tout l'utiliser. Ça. Ouais, voilà, c'est pour ça. Et Ouais. vous avez tenté de chercher concrètement où on en était. Et vous parlez des 45 millions de mots. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors d'abord, merci vraiment de m'inviter. Je suis heureux de pouvoir informer. Voilà, c'est un acte citoyen et civique que finalement j'ai fait parce que je suis un chercheur. Comme vous l'avez dit, bon, voilà, mon métier, bien sûr, me rend très proche de ce qu'on appelle la fabrique des lois, Oui. quand je la connais bien de l'intérieur. Ensuite, j'ai beaucoup publié dans les revues universitaires parce que je pensais que c'était là, évidemment, que je pouvais alerter sur un mot que vous avez employé qui est très technocratique. Inflation normative, parce qu'effectivement, il faut appeler les choses par leur nom, mais ça ne dit déjà rien du tout à nos concitoyens et je les comprends et je les valide. Donc, j'ai fait un livre grand public pour essayer un peu plus que nos concitoyens s'approprient ce qui est probablement un très grand danger pour notre démocratie. Il y a un grand danger supplémentaire pour ceux qui nous écoutent, chefs d'entreprise, qu'ils soient artisans, commerçants, chefs d'entreprise et de quelques branches professionnelles qu'ils soient, un danger pour notre compétitivité. Ouais. Et je crois que... Donc, danger pour notre démocratie, danger pour notre économie, déjà. Absolument. L'inflation normative, on va y revenir peut-être un peu plus en détail, Bien sûr. mais je pense que c'est un thermomètre de la comorbidité de la société française. De tous les signes cliniques qui vont mal, si on gratte un peu, on peut trouver en cause ou en effet, comme cause ou comme effet, l'inflation des normes. Voilà. L'inflation des normes est typiquement liée, indexée sur la même courbe que celle des prélèvements obligatoires qui explosent. L'inflation des normes est indexée à l'envers sur une autre courbe qui dégringole, celle de la participation électorale au premier tour, au deuxième tour d'ailleurs des élections législatives. De plus en plus, on a des législateurs, députés, qui sont de moins en moins représentatifs au sens où se rapportent au taux d'inscrits et de suffrages exprimés par rapport aux inscrits, alors qu'ils n'ont jamais autant produit de normes. Alors la dernière en date, bien sûr, qui a fait un petit peu couler de bruit, qui en fera couler peut-être encore, les zones à émission, à faible émission, Les M. ZFE. Alors, parce que les technocrates adorent les sigles. ZFE-petit m. Si vous allez sur le site du ministère concerné, c'est ZFE-petit m. Alors on oublie le tiret petit m, peu importe. Produit par quoi ? Par une loi qui sort un 20 août 2020. 20 août. Bon, bien sûr, je ne veux pas me moquer. En plus, l'anecdote est succulente. Elle est signée du fort de Brégançon. Donc pendant que nos chefs d'État sont à la plage, mais bon voilà, les Français sont à la plage et ne se rendent pas compte de ce qu'on produit par une majorité législative qui est à ce moment-là, je crois, avant-dernière du classement de 48 États européens de démocratie parlementaire en termes de taux de représentativité par rapport à l'opinion publique. C'est un classement officiel, hein. Ah oui. Donc moins représentative sur le plan populaire et démocratique, et qui pondent un texte qui passe inaperçu, mais qui va impacter considérablement des millions d'automobilistes qui n'ont plus la voiture, qui est conforme à ceci, conforme à cela. Voilà, peu importe. Tout ceci fait sans qu'on se rende compte. Alors on dit souvent les normes, c'est comme M. Jourdain, on a l'impression de ne pas les voir, pas les connaître. En vérité, elles infusent notre vie quotidienne
de citoyens, de propriétaires, de locataires, de travailleurs, d'employeurs, etc., etc. Tant et si bien, d'ailleurs, souvent qu'on ne se rend même plus compte. On ne se rend même plus compte. D'ailleurs, j'ai amené un petit exemple pour le montrer. Alors, bien sûr, seuls ceux qui sont sur YouTube pourront le voir. Vous voyez le Code du travail de 1962. Alors, tout le monde n'était pas né. Moi, j'étais déjà né à cette époque. Mais je ne l'utilisais pas encore, évidemment, bien sûr. Voilà l'épaisseur. Voilà Dallos, Code du travail. Je ne fais pas de publicité. Voilà le Code du travail de 1962. À l'époque, la France, économiquement, était plutôt en meilleur état qu'aujourd'hui. Voilà le Code du travail d'aujourd'hui. Voilà, vous avez compris la différence qu'il y a entre les deux. Hein, je remets pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà. Ouais. Voilà la différence entre les deux. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'image, il fait le quadruple. Alors, en nombre de pages, c'est 400% supplémentaire. Ouais, c'est ça. Mais ça ne veut rien dire. Ce n'est pas un bon critère scientifique. Non. C'est pour ça que tout mon travail de chercheur, depuis une dizaine d'années, me penchant sur cette question, et humant, en quelque sorte, que c'était une question vraiment de problématique. Alors, elle vient de loin, on va y revenir, mais j'ai cherché comment pouvait-on calculer, prouver, documenter cette inflation normative dont on nous parlait, mais sans pouvoir la justifier, sans pouvoir la prouver. Oui. Alors, laissons tomber. On était sur un sentiment d'inflation normative. Exactement, voilà, je valide tout à fait votre formule. On était sur un sentiment. Il faut passer des sentiments aux preuves et prouver que c'est vrai. Alors, il y a différentes façons, le nombre de textes, le nombre d'articles, le nombre de pages du journal officiel, etc. J'ai démontré par tous mes travaux universitaires que c'était absolument pas les bons critères, que malheureusement, on ne pouvait aujourd'hui, en 2025, plus donner, j'affirme bien, et là, je peux être contredit par personne, d'accord ? On ne peut plus donner en France le nombre de normes qui existent. D'accord ? Vous entendez bien ? Oui. On ne peut plus donner le nombre de normes qui existent. Et oubliez la fable, vous avez évoqué des 400 000 normes, c'est une fake news, mais qui a marché médiatiquement et qui continue à marcher, bon, peu importe. Donc, comment peut-on faire ? Moi, j'ai dû mettre au point, d'ailleurs avec des sources officielles, bien sûr, le seul unique moyen aujourd'hui que l'on ait, c'est de mesurer, et on ne peut le faire, hélas, que depuis l'an 2000, on ne peut mesurer que le nombre de mots, comme dans un texte. Vous savez, les textes Word, vous pouvez cliquer et savoir de combien de mots fait votre texte. Les journalistes savent tout cela. Eh bien, ce n'est qu'en nombre de mots qu'on peut le calculer. C'est 45,4 millions de mots, légifrance, parce que c'est l'expression que j'emploie, mot légifrance, donc un mot du droit, que représente aujourd'hui notre droit. Alors, comme ça ne dit rien non plus aux auditeurs, c'est comme s'ils s'arrêtaient de travailler là tout de suite et ils consacrent 2582 heures à lire notre droit français applicable. Et ils ont intérêt. Ils ont intérêt parce que nous, on est censé ignorer la loi. Ouais. Donc tout ça est une montagne de choses trappes, évidemment, bien sûr, car si vous oubliez une norme, elle ne vous oubliera pas. Oui, voilà. C'est ça. Et ensuite, d'abord, il faut vous mettre aux normes. Tous les commerçants, tous les entrepreneurs, toutes les entreprises savent ça, se mettre aux normes. Ça leur coûte, comme dirait l'autre, un pognon de dingue, mais qu'on ne veut pas calculer, qu'on fait exprès de ne pas vouloir calculer officiellement. On ne calcule pas le pognon de dingue que coûtent les normes. Absolument. On va y revenir après. On va y revenir. C'est très important. Donc, je campe le décor, et c'est un décor inquiétant au plan démocratique, inquiétant au plan compétitif pour notre pays. Alors peut-être pour continuer de planter le décor sur, vous parlez de ces 45,3 millions de mots Légifrance, vous donnez un autre exemple qui peut-être un peu plus parlé. Moi je trouve que celui du Code du travail était important. Vous avez aussi celui du Code pénal. On est passé en 1988, je vous cite, vous allez vérifier si je vous cite bien, de plus de 7000 incriminations. En 1999, donc 11 ans plus tard, on en a 12 000 incriminations. Et en 2019, on en est à 15 071, pour être précise, incriminations. Donc on voit bien là que donc de 88 à 2019, on a plus que doublé le nombre d'incriminations. Donc en fait, on voit bien quand même à chaque fois qu'on est dans des volumes qui sont doublés, triplés, quadruplés, pour parler du Code du travail. Et ça donne quand même cette impression, en effet, c'est plus qu'une impression, justement, ça conforte le fait qu'il y ait véritablement une inflation normative. Alors, oui, alors je peux vous interrompre une seconde, pardon. Ce sujet du droit pénal est extrêmement important à poser. Bon, d'abord, à titre personnel, je suis nourri de la philosophie de Montesquieu, de la philosophie de Tocqueville,
Et ces deux philosophes m'ont enseigné depuis mes bancs de faculté jusque dans mon travail, je crois, et dans ma pensée personnelle, à être un démocrate et un libéral en démocratie. Oui. Et voilà que le pays des droits de l'homme, pays qui a donné naissance à ces deux grands philosophes, Montesquieu et Tocqueville, est le premier qui les oublie totalement. On les a pas lus, ou si on les a lus, on est le pays qui d'abord commence par ne pas appliquer ce qu'ils nous ont enseigné comme mise en garde. Cette inflation pénaliste et du droit pénal en France est le contraire même de la définition d'une démocratie libérale. En vérité, nous sommes, entre guillemets encore, une démocratie de plus en plus répressive, et répressive au mauvais sens du terme. Alors, c'est-à-dire que, effectivement, je me suis penché sur la question du droit pénal. Et donc, j'ai très vite compris que l'inflation du code, ce qu'on appelle le code pénal, créé par Napoléon et qui existe toujours, bien sûr, très largement réformé sous Badinter, n'était pas le bon critère. Je suis allé chercher le véritable critère de l'inflation des incriminations pénales. Parce que plein de dispositions de contraventions, de délits, ne sont pas codifiées au code pénal. Donc elles sont codifiées ailleurs, dans d'autres codes, etc., etc. Et par exemple, les ZFE, dont on parlait tout à l'heure, il y a des incriminations. Et il y aura des sanctions pénales pour les automobilistes qui rentreront dans Paris sans leurs petits critères. Sans leurs petits critères, je ne sais plus combien, 3, 4, 5, peu importe, on s'en fout. Où est-ce qu'il faut aller les chercher? Alors, j'ai trouvé une source, fort heureusement, voilà. C'est que les agents de police et les agents de la gendarmerie, eux-mêmes ne peuvent plus s'en sortir. Bah oui. Heureusement, l'IA, l'informatique, on va dire, est à leur secours. Il y a donc une base de données que seuls eux disposent et qui leur donne la totalité de toutes les incriminations et infractions possibles. Et quand ils sortent leur petit calepin, ne croyez pas que c'est par la mémoire humaine qu'ils peuvent ressortir exactement l'article pour lequel vous êtes en infraction et le montant de l'amende pour lequel vous aurez droit. Pas encore pour combien d'infractions, mais ne tardez pas, je vais vous trouver une c'est très technique, ça s'appelle la base Natinf. Et cette base Natinf, elle n'est rendue publique que depuis peu de temps. C'est, là je le salue, c'est le Premier ministre Fillon qui avait décidé de le mettre en open data. Voilà. Et donc, le chiffre est pire que ce que vous avez annoncé tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes à 16 832 incriminations. C'est une augmentation de 140% depuis la première fois où le chiffre est sorti officiellement, donc depuis 1988. Cette répression perpétuelle du droit, c'est une façon, bien sûr, de corseter, de normaliser les citoyens et les entreprises. Alors, surtout ceux qui ne peuvent pas se permettre de ne pas être aux normes. Bien sûr, je ne doute pas que sur le stock de 45,3 millions, 45,5 millions de mots Légifrance, il y a un certain nombre de concitoyens ou de nos résidents, quel que soit leur statut de résidence, qui peut-être n'appliquent pas les lois, n'appliquent pas les normes. Mais l'entreprise qui est au coin de la rue, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix que de se mettre aux normes. Bien sûr. Et si elle s'y met pas, croyez-moi que je connais autour de moi plein de... fonctionnaires zélés. Plein de fonctionnaires zélés, mais non, mais c'est des trucs de dingue. J'habite à la fois Paris et puis en même temps un peu la province. J'ai les pieds sur terre et dans notre campagne. J'ai un ami agriculteur qui me raconte des choses, mais à la renverse. Alors, les pauvres, il m'explique, et j'ai vérifié, et il ne raconte pas de bêtises, qu'on surveille, on est en mesure de surveiller son cheptel par satellite. Oui, ça, ils nous l'ont raconté. D'accord. Et de vérifier le métrage de ses clôtures, s'il a bien une double clôture de 1,60 m. S'il a une cinquième vache qui n'était pas au troupeau, il sera repéré, il sera poursuivi, il sera sanctionné, et l'amende pour eux lui aura du sens. Bon, alors le point de deal n'est pas repéré par les satellites, ça c'est bizarre, mais les vaches le sont. Comme quoi finalement on peut faire beaucoup de choses. Ou le métrage des clôtures. Ça veut dire qu'en vérité, on s'en prend souvent, bien sûr, à ceux qui sont solvables. L'entreprise est solvable, elle se met aux normes ou elle disparaît. Et probablement, de toute façon, même en se mettant aux normes, c'est une raison de plus qu'elle va disparaître, parce que ça a un impact sur la compétitivité. Alors ça, on va y revenir, parce qu'évidemment, le fond de tout ça, c'est pas de dénoncer pour dénoncer, c'est que vous dites, attention, la France est en danger, la France est malade de cette... Ah oui, alors malade de ces normes. Vous savez qui a dit ça déjà?
Non. Alors, c'est pas moi, hein, parce que quand j'ai écrit ce livre, grand public, je me suis dit, mais attention, là, on va me faire des procès en populisme. Hmm. Parce que c'est un peu touchy comme expression, l'inflation normative, etc. Mm. Et j'ai découvert, à ma grande surprise, que les hommes politiques, depuis au moins 1995, qui est le premier que j'ai pu tracer dans la documentation, se sont gargarisés de formules. Et celui qui a dit « cette maladie normative, nous la connaissons », je y ai parfois cédé quelques fois. Vous voyez, il parlait un peu comme La Fontaine dans La Peste. Et ben, c'est Emmanuel Macron. 3 juillet 2017, devant le Congrès réuni sénateurs et députés, et il dit ça. Mm. Voilà, maladie normative. Mm. Si j'avais été le premier à écrire le mot maladie normative, ou si vous avez été la première à le prononcer, Oui. on aurait pu, vous dire, oh, qu'est-ce que c'est cette histoire Oui. Elle emploie une expression qui est vraiment exagérée. Ben non. Populiste. Donc, aucun état d'âme, nos plus hauts chefs d'État depuis 1995 ne cessent de le dire. D'accord. Alors, le font-ils, ça Bon. Mm. Je laisse vos auditeurs l'apprécier. Alors, allons justement sur cette maladie, et la maladie qui rend la France malade de plusieurs choses. Vous avez commencé à le démontrer, mais j'aimerais qu'on aille un peu plus loin. Malade de son esprit démocratique. La démocratie n'est plus respectée, vous allez nous expliquer pourquoi. Malade aussi de son économie, parce qu'elle, à force, elle l'asphyxie. Vous l'avez expliqué déjà rapidement, elle asphyxie ses entreprises, elle asphyxie les entreprises, et puis ça a un coût en plus. C'est-à-dire que cette norme a un coût, et cette norme qui a un coût, ces normes sont elles-mêmes taxées. Donc voilà, ça fait beaucoup de points à développer, si vous voulez bien. Est-ce qu'on commence par la démocratie, ensuite l'économie qui est asphyxiée, et ensuite le coût de la norme en soi? Alors, la démocratie. Il y a, quand on étudie ce qu'on appelle donc l'inflation normative, et qu'on l'étudie depuis 1958, puisque nous sommes sous la Ve République, Oui. C'est évidemment, bien sûr, à partir de 1958 qu'il faut commencer à apprécier ce phénomène ou pas. On se rend compte que de 58 à 2025, il y a, on va dire, allez, je dirais, pour schématiser, il y a 3 périodes. 58 à 81, 81 à 2002 et 2002 à aujourd'hui. Pourquoi je trace je regroupe ces 3 périodes? C'est parce que on se rend compte, alors on n'avait pas à ce moment-là l'informatisation, donc la numérisation du journal officiel, donc les critères des mots, qui ne peut exister que depuis 2000, comme je vous l'ai expliqué. Ouais. Mais on avait le critère du journal officiel. Voilà, au 31 décembre, on pouvait dire combien de pages il y avait par rapport à l'année précédente. Et on peut conclure que de 58 à 81, on a été une France tranquille. Voilà. Le journal officiel, certes, montait un petit peu, mais franchement, quand Georges Pompidou apostrophe Jacques Chirac en 1966 en lui disant « Mais Chirac, arrêtez d'emmerder les Français avec tous vos textes », alors je dis vraiment, reviens Pompidou, parce que c'était le temps béni. Oui. Le temps béni. D'accord ? C'était le temps béni. Donc voilà. Et pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a quelque part une meilleure application de bonne foi de la Ve République et de tous les pouvoirs qu'elle donne. Parce que c'est vrai qu'on est une institution qui est une véritable Rolls, avec lequel on peut, si on a envie, foncer à 220 km/h sur les autoroutes, mais aussi on peut décider au contraire de rouler pépère, comme le faisait Charles de Gaulle, comme le faisait Georges Pompidou, comme l'a fait aussi encore Giscard d'Estaing. Voilà, il roulait tranquille sur la route. Le décollage, c'est 1981. 81 à 2002. Pourquoi ? Parce qu'il y a à ce moment-là ce qu'on peut, comme chercheur, constater, une forme d'instrumentalisation des outils de la Ve République pour décider de changer la société par le droit. Voilà. Et donc, on voit le décollage, et un décollage malin. C'est-à-dire qu'effectivement, on a bel et bien des gouvernants qui comprennent bien que la Ve République, elle offre un moteur de Rolls pour faire de la planche à billets. Pardon, mon lapsus. La planche à normes. Oui. Voilà, la planche à normes. Comme même on si avait autrefois. Les deux ne sont pas décorrélés. Oui. Et absolument, comme on avait effectivement autrefois cette expression, la planche à billets. Bien. Et le deuxième phénomène, c'est 2002. Alors, je suis un chercheur qui constate avec critique, et qui constate de manière critique, de manière factuelle, que la réduction du quinquennat, la réduction du septennat en quinquennat, et l'emboîtement simultané, qui n'était pas en soi intuitif, mais qui a été voulu, de la majorité législative sur la majorité présidentielle, oui, a créé une chambre d'enregistrement de tout ce que passait dans les rêves
d'une majorité présidentielle de pondre comme texte et comme norme, de façon à imprimer, sans retour en arrière, ou sans retour en arrière facile, en termes d'alternance, une nouvelle société normée, normalisée. Et ça, alors vraiment, c'est le décollage. C'est-à-dire que, et par exemple, c'est peut-être pas expert concret pour vos auditeurs, mais c'est un point très technique. Normalement, la Constitution prévoit que chaque assemblée discute 2 fois d'un texte. Première lecture à l'Assemblée nationale, première lecture en envoi au Sénat, première lecture au Sénat, retour à l'Assemblée nationale, deuxième lecture, retour au Sénat, deuxième lecture, et enfin, si à la fin de ce mûrissement, de ce parcours, on n'arrive pas à se mettre d'accord, eh bien, il y a la commission mixte paritaire. Oui. Il y a un article, on parle souvent du 49.3, Oui. bien connu peut-être dans les oreilles de nos concitoyens, même si, franchement, on se demande pourquoi d'ailleurs l'instruction civique est si peu développée en France, parce que nos concitoyens connaissent mal leurs institutions. Le 49.3, ils finissent par bien le connaître. Et que ça marche un peu. Les médias ont réussi à le faire entrer dans l'oreille de nos concitoyens. Les politiques l'utilisent. Mais il y a un autre article, qui est le 45.2, qui est celui de la procédure accélérée. Comme ça, par un claquement de doigts, le gouvernement peut décider la procédure accélérée. On appelait ça autrefois la procédure d'urgence. Quel est l'objet de cette procédure ? Diviser par 2 le temps parlementaire. Il n'y a plus qu'une seule lecture à l'Assemblée nationale. On envoie au Sénat une seule lecture. Tac, terminé. Et quelle est la conséquence de ça ? Alors 50%, vous m'entendez bien, 50%, la moitié des lois entre 2002 et 2025 sont déclarées en procédure d'urgence. Oui. 50%. Ça, c'est incroyable. Où est l'urgence ? Il n'y a aucune urgence. Il n'y a aucune urgence. C'est bidon. Peut-être on peut dire, allez, la loi Covid, on va décider l'urgence. D'accord, très bien. Allez, la loi sur Mayotte, on va décider l'urgence. Très bien. Le reste, il n'y a pas d'urgence. C'est en vérité un détournement de façon à ce que le Parlement est en cadence. On multiplie par 2 la cadence de production des normes. Uniquement. Il n'y a pas d'autre motif. Et donc, du coup, on a des normes bâclées, mal étudiées, mal évaluées, et qui donneront probablement des conséquences quand les citoyens les découvriront, car ils finiront par les découvrir. Ouais. Et l'exemple même de la loi sur les ZFE que j'ai cité, c'est typiquement cela. C'est-à-dire que c'est typiquement l'exemple même d'une loi, la loi du 22 août 2021, je citais tout à l'heure, portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, joli nom. Elle a été déclarée d'urgence, un seul vote à l'Assemblée nationale, un seul vote au Sénat, c'est plié, et c'est plié avec un volume de... à elle seule, elle fait 305 articles, 100 000 mots, enfin voilà. Et on sait le nombre justement de députés qui étaient présents à l'Assemblée. Alors je n'ai pas été jusqu'à ce détail, mais on pourrait le faire. Et en revanche, par contre, je me suis amusé à repérer par rapport à ce qu'on appelle le baromètre des 48 pays, des 42 États d'Europe parlementaire. Alors c'est un peu plus que l'Union européenne parce qu'il y a aussi Liechtenstein, etc. Enfin bref, c'est un baromètre parfaitement connu et officiel. À cette époque-là, c'était le Premier ministre Jean Castex. Il représentait 32,3% des inscrits, donc de l'opinion publique de son pays. C'est-à-dire qu'il était classé le dernier État démocratique parlementaire de toute l'Europe élargie. Oui. Le premier étant souvent la Suisse, c'est la Suisse qui a toujours les meilleurs taux de représentativité démocratique de leur gouvernement. Oui. Alors voilà donc vous disiez, c'est un problème démocratique, évidemment. C'est une atteinte à la démocratie. Toujours sur cette démocratie. Ou un danger pour la démocratie. Et avant d'aller plus loin sur l'économie qui nous concerne tous, et on avait encore une boulangère qui est asphyxiée par encore une nouvelle taxe sur les emballages des baguettes. Mais ce n'est qu'une de plus. Je voudrais quand même qu'on continue un tout petit peu sur cette histoire de démocratie ou de séparation des pouvoirs non respectés. C'est un beau sujet, la séparation des pouvoirs. Puisque, si vous pouvez le dire rapidement, parce que le temps passe malheureusement, on a justement une séparation, donc une démocratie qui n'est plus respectée, puisque maintenant les lois ne proviennent plus en majorité de notre Assemblée, mais bien de notre exécutif, puisqu'ils sont, je crois, c'est 2/3 des lois qui sont produites par l'exécutif. Donc, et il y a cette notion de décret d'ordonnance que vous pouvez peut-être développer. Oui, alors, rapidement, parce qu'effectivement, ces sujets sont forcément toujours très techniques.
encore une fois, la France, pays de Montesquieu Ah et oui. de Tocqueville, est celle qui, souvent, n'applique pas ce qu'ils nous ont dit, et notamment la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, je ne vais pas rentrer dans un cours de droit constitutionnel là, à cette heure-ci entre le café et le croissant. Et pourtant, c'est un sujet fondamental parce que c'est ce qui garantit, comme le disait Montesquieu, tout homme qui a du pouvoir est abusé, Est amené à est amené à en abuser. Voilà. Et c'est typiquement ce qui se passe quand effectivement on a une confusion entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et quand c'est le pouvoir exécutif qui nomme à tous les autres emplois, notamment ceux du troisième dit pouvoir, qui est le pouvoir judiciaire, voire le pouvoir médiatique, lorsqu'évidemment, bien sûr, il y a un tel taux de service public médiatique au sein même de ce qu'on appelle le quatrième pouvoir. Oui. Bon. Ici, il mériterait d'être interrogé. Mais c'est un Exactement. autre sujet, oui. Alors, le nombre d'ordonnances. Alors, non, les ordonnances, ça ne va pas dire grand-chose peut-être. C'est une possibilité qu'avait créé le général de Gaulle pour permettre que, dans des situations très particulières, il pensait à la guerre d'Algérie déjà, où il avait ça en tête, où il avait bien sûr le souvenir de 1940, il faut que le pouvoir exécutif prenne la main sur le pouvoir législatif. Bon, d'accord, why not, et pourquoi pas. Sauf que là aussi, ce pouvoir, il était totalement dévoyé. J'ai fait le calcul sur les 1538 ordonnances de l'article 38 qui ont été prises depuis 1958. Savez-vous qu'en vérité, rien que le quinquennat Macron 1 et Macron 2 en a mangé 28%. Donc c'est pas le général de Gaulle qui a fait les ordonnances, Oui. ou plutôt c'est lui qui a créé la possibilité de le faire, mais c'est pas lui qui en a fait le plus. Non mais c'est absolument fou, c'est un dévoiement quelque part, parce que on fait des trains d'ordonnances pour modifier des textes que ne va pas voir le Parlement. Oui, ça, donc encore une fois, on on augmente la cadence. Alors le Parlement, faut-il se réjouir qu'il fasse lui-même des lois, alors qu'on est dans la terminologie, on appelle projet de loi quand c'est à l'origine du gouvernement, et proposition de loi. Voilà, quand c'est effectivement une initiative parlementaire et l'Assemblée. Alors, je vais vous répondre là-dessus, et je vais même vous donner en exclu des chiffres. Je surveille ce taux, évidemment, bien sûr, ce ratio entre les propositions de loi et les projets de loi. Donc, en gros, il était de 62% de projets de loi par rapport aux propositions de loi depuis 2000. C'est un taux qui en vérité est un faux semblant parce que les propositions de loi qui en vérité vont jusqu'au vote définitif, en général, c'est souvent, il faut le savoir, voilà, c'est souvent des projets de loi déguisés. C'est-à-dire qu'on va voir un député ou un groupe parlementaire de la majorité, on lui dit tiens, nos bureaucrates de Bercy ont préparé tel texte, mais finalement, je te le donne à toi et voilà, ça va te valoriser, et puis tu vas avoir un peu de pub à la télé, etc. etc. Bon, peu importe. Mais aujourd'hui, pour des raisons qui tiennent au contexte de la majorité législative particulière par rapport au gouvernement, on a effectivement une désaffection des projets de loi et une recrudescence de propositions de loi. Et je vais vous même dire le chiffre très très précis. Nous étions à 62,5% de propositions de loi en 2023. Nous sommes grimpés en 2024 à 70%. Et nous sommes aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, au taux de 80%. Ah oui. Donc, effectivement, et tous les observateurs de la vie politique le voient bien, il n'y a plus de projet de loi. Le gouvernement est tétanisé, paralysé, enfin tout ce que vous voulez. Et donc, le Parlement est un peu désœuvré, entre guillemets, un peu, et l'occupe à passer des propositions de loi. Faut-il s'en réjouir ? D'un point de vue démocratique et parlementaire, on pourrait presque dire, à la limite, oui. Bah oui. Enfin, le Parlement reprend la main. Il n'est pas qu'une chambre d'enregistrement. Mais moi qui suis l'observateur des normes, je vous dis, mais je suis terrorisé de ça. Ou je suis très inquiet et je mets en garde. Pourquoi je mets en garde ? Parce que ces propositions de loi, elles sortent sans zéro évaluation sérieuse. Zéro, m'entendez bien. Les projets de loi ont des études d'impact obligatoires. Je sais, j'ai tout un chapitre de mon livre pour expliquer que les études d'impact sont très largement bidonnées et ne servent à rien. Mais au moins, des garde-fous. Existe-t-il un petit peu ? Voilà, on peut ne que les améliorer et il faut aller dans le sens de leur amélioration. Mais alors là, les propositions de loi, c'est open bar. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir des normes dont on va découvrir éventuellement la catastrophe pour les entreprises ou pour des citoyens ou pour des administrés dans quelques temps. Type ZFE, quoi. Exactement. Alors ça, c'est un projet de loi. Mais on va en découvrir. Et on dira, mais
mais comment les députés et les sénateurs ont-ils pris la Pondre décision un truc aussi absurde. de nous faire ça avec les conséquences que ça peut avoir. Oui. Voilà. Or, les conseillers ne sont pas les payeurs et malheureusement, les parlementaires ne sont pas les payeurs à la place des entreprises du coût des normes ou des citoyens Alors, pour la complexité. Puisque vous me permettez et vous citez les entreprises et que le temps passe, allons sur l'économie justement et le fait que cette ultra normativité tue l'économie française, tue les entreprises. Et si vous pouvez aussi parler du coût de ces normes et même des taxes qui sont appliquées à ces normes, parce que ça c'est quand même la cerise sur le gâteau. Voilà, alors bien sûr le temps passe. D'ailleurs, à vos auditeurs, je leur dis s'ils souhaitent me retrouver, je dédicace mon livre au Salon du livre politique samedi 5 avril. Alors, il y a des créneaux horaires. Je suis de 16h à 17h30 à l'Assemblée nationale. Et ils peuvent me retrouver, me rencontrer. Et on pourra parler un peu plus longtemps. Le coût des normes. Évidemment, c'est une préoccupation, on va dire, internationale, parce que l'OCDE, depuis longtemps, se préoccupe de l'attractivité de tous les pays membres de l'OCDE, donc les 48 pays membres de l'OCDE, on va dire c'est le bloc occidental, parce que ça a un intérêt et un impact pour les investisseurs. Si je suis investisseur, je ne vais pas aller dans un pays où il y a une bureaucratie telle que voilà, c'est impossible d'en sortir. Oui. C'est impossible d'en sortir, c'est impossible de créer une activité sans avoir sur le dos une armée de fonctionnaires. Vous parlez même voilà. d'insécurité et d'instabilité aussi. Voilà. Donc tout ça est surveillé, mais pour moi, alors ça s'appelle le programme Better Regulation plutôt, pardon, que surveille l'OCDE. Sauf que, alors la France est très mal classée, évidemment. La France est extrêmement mal classée. Elle est dans les avant-derniers. Enfin, quand je dis avant-derniers, c'est avant vraiment les pays les plus, voilà, même pas citables, voilà, de l'OCDE pourtant. Hein. Mais enfin, en tous les cas, bien sûr, on est très loin devant l'Allemagne, on est très loin devant la Grande-Bretagne, on est même l'Espagne est devant nous. C'est vous dire. Enfin, pardon, j'aime beaucoup les Espagnols et l'Espagne, mais j'avais pas le sentiment, moi, en ayant étudié ces dossiers, que on devait normalement se retrouver derrière l'Espagne. Oui. Donc, on n'est pas attractif pour les investisseurs. C'est pas vrai. Il y a des chansons en anglo-saxon qu'on nous fait sur l'attractivité de la France, mais c'est pas vrai du tout. Sauf que ce que je critique, après avoir vraiment étudié tous les dossiers de l'OCDE, c'est que c'est fait selon je l'admets, des critères qui sont pas suffisamment transparents. L'OCDE parvient à un chiffre. Voilà. Elle dit le coût des normes en France, c'est 3,7% du PIB. Bon. La manière dont, effectivement, elle est parvenue à ce calcul, moi, me laisse un peu rêveur. Et c'est pour ça que je reprends au bon une exigence. C'est-à-dire que, normalement, il ne devrait pas y avoir un seul gouvernement français qui ose reprendre ce chiffre, qu'a fait d'ailleurs François Hollande à son époque. François Hollande qui vient quand même de la Cour des comptes, qui reprend dans un de ses discours sur le choc de simplification, texto, il dit le coût des normes serait évalué à 3%. Il disait 3%, mais pas 3,7%, il y a une petite différence. Serait évalué à 3% du PIB selon l'OCDE. Mais attendez, quand on est chef d'État venant en plus de la Cour des comptes, on vient dire j'ai commandé à la Cour des comptes de faire, ou à l'INSEE, ou les deux à la fois d'ailleurs, peu importe, et au commissariat au plan, tiens, il fera quelque chose, de commander une étude pour chiffrer le coût des normes en France et comment se situe-t-on par rapport à l'Union européenne. Voilà ce qu'il faudrait faire. Vous l'avez fait. Alors, moi, je l'ai fait, je l'ai refait aussi en utilisant des tas de critères qui sont le recoupement de plusieurs sources, etc. Et je suis plutôt à 6% du PIB de coût des normes, mais je dis moi-même que ce que je reproche, c'est-à-dire l'utilisation de la louche que j'ai dû faire. Parce qu'attendez, moi, j'ai pas toutes les données, je suis pas à la Cour des comptes, hein, et j'ai pas tous les moyens d'investigation qu'ils ont. Donc, je commence par dire, les normes, ça coûte, ça c'est certain. Tous les chefs d'entreprise vous le diront, et vous citez tout à l'heure le coût de la baguette de pain. Évidemment, c'est infinitésimal, 0,079 centimes de plus de taxes, parce que le boulanger ne peut pas faire autrement. Il a été obligé par les normes écologiques à ne pas prendre le pain à la main, ce qui n'est pas hygiénique évidemment, à ne plus le mettre dans un sac plastique parce que c'est contraire au développement durable. Alors voilà, le boulanger le met dans un sac en papier que l'on peut très bien les recycler et on lui fait payer une taxe. Évidemment,
ce qui est filou, c'est que tous les technocrates vont dire oui, mais ce n'est que 0,019 centimes. Mais attendez, qui le paie? C'est lui sur son chiffre d'affaires. Bien sûr. Enfin, on a des technocrates qui inventent l'économie ou qui ne la connaissent pas. Mm. Il n'y a pas de norme qui ne coûte pas et il n'y a pas de norme qui n'est donc pas répercutée sur les consommateurs ou le client. C'est ça l'économie, la vraie, celle des pieds sur terre. Et donc, évidemment, un autre, qui est une fédération de boulangers, a dit oui, mais attendez, c'est pas 0,0019. Moi, sur ma boulangerie et mon chiffre d'affaires Sur un annuel, an, vu le ouais. passage du nombre de clients que j'ai en boulangerie, ce sera 6 000 € à la Ouais. fin de l'année que je paye. Ouais. Je les prends sur qui, ces 6 000 €? Bah, sur un emploi en moins. Voilà, il y aura peut-être un bon emploi d'apprenti boulanger ou de boulangère salarié Ou une qui ne boulangerie sera qui pas va prise fermer. parce qu'il faut payer d'abord ses taxes. Nous, on était avec une boulangère ce matin. C'est une boulangère, elle, de province, enfin en Dordogne. Donc, elle a moins de monde que celui à 6000. Elle nous disait, nous, c'est un chiffre à 1500 par an. Mais moi, je suis déjà au bord de la faillite. Donc, je vais faire faillite. C'est-à-dire que là, on était sur un équilibre très précaire à cause de la hausse du coût de l'énergie. L'équilibre tombe. Ah bah, si vous ajoutez pour cette boulangerie le coût du code du travail, plus toutes les normes peut-être de son immobilier, toutes les normes de son entreprise, plus toutes les normes Mm. qui ont conduit, alors des normes perverses, etc., européennes, mais on va pas entrer dans ce débat, qui ont conduit au coût de l'énergie que l'on connaît, ben voilà, Bah oui, c'est ça. elle est touchée coulée. Elle est coulée, oui. Alors, vous citez ce chiffre. Non, là, c'était la CEDH. 60 à 80 milliards d'euros en France. L'IFRAP va jusqu'à 100 milliards d'euros du coût des normes. Et alors, est-ce qu'on peut, pour conclure et terminer, évidemment, inviter les auditeurs à en savoir plus en lisant votre livre, aller sur cette histoire de taxe des normes? Voilà, effectivement. Alors ça, Donc, c'est- j'invite vraiment à venir me retrouver, si on peut, au Salon du Livre Politique. C'est à l'Assemblée nationale et c'est samedi 5 avril et c'est à 16h. Là, il faut s'inscrire préalablement parce que, bien sûr, c'est comme l'Assemblée nationale, on n'entre pas comme dans un moulin. Oui. Et voilà, mais c'est gratuit, hein, vraiment, c'est gratuit. Mais il y a juste une petite procédure d'1 minute pour mettre son nom sur une inscription du site Lire la Société. Voilà, c'est l'organisation de ça. Alors, les taxes des normes, c'est-à-dire que si vous regardez bien un ticket de caisse que vous prenez éventuellement auprès d'un commerçant, vous avez encore aujourd'hui, d'ailleurs c'est une norme qui les y oblige, à avoir une micro-transparence, notamment au moins de la TVA ou pas la TVA, et quel est le taux de la TVA que vous payez. Bon, on se rend peut-être plus compte. Moi, ce que je réclame, alors, parmi toutes les mesures pour simplifier tout ça, alors on pourrait en parler des heures, mais alors la simplification d'ailleurs des normes, je ne dis pas que c'est une tarte à la crème, je ne dis pas que c'est une fumisterie. Hein. Voilà, d'ailleurs pas ces mots, mais attention à ce discours sur la simplification des normes. En vérité, c'est souvent, on nous balance des lois de simplification Ouais, c'est qui ça. n'ont qu'un seul effet, c'est ne pas diminuer le nombre de normes, c'est simplifier plutôt notre soumission aux normes. Très différent. Ah oui. Eh bien, moi, je demande que toutes les organisations professionnelles, entreprises, etc., décident de faire afficher librement, spontanément, le taux et le coût des normes sur la facture ou sur le ticket de caisse. Elles de se débrouiller, elles en ont bien les moyens. Récemment, un secteur économique est en désarroi total. La construction en France de pavillons ou même d'habitations collectives est totalement déstabilisée par l'accumulation des normes d'écologie punitive Avec le DPE, qu'on a inventées sans dont le aucune ZFE. évaluation sérieuse de leur impact et de leur coût, mais qui à la fin ont bien un coût. Un coût à ce point insupportable que les promoteurs n'en peuvent plus, que les acquéreurs propriétaires, évidemment, vont avoir une augmentation progressive de leur coût d'immobilier, donc marasme absolu. Voilà la conséquence très concrète des normes. Alors, peut-être que si je ne suis pas propriétaire, j'en prends moins conscience, peut-être que... mais enfin, je crois qu'on voit suffisamment aujourd'hui à quel point notre pays est vraiment, vraiment en crise. Et encore une fois, ce thermomètre de l'inflation normative est un thermomètre de notre démocratie et de notre compétitivité.
Merci beaucoup Christophe Eochdival. Et en effet, je rappelle le titre de votre livre, L'inflation normative. Vous pouvez le voir ici pour ceux qui sont en images. Voilà, qui a reçu un prix. Aux éditions Plomb, qui a reçu un prix. Alors, qui a un prix, le prix BFM Business Montpensier 2024, Grand Prix. Voilà, donc merci BFM et Business qui fait BFM Business, voilà, du bon boulot d'ailleurs. Qui fait du bon boulot par rapport aux entreprises et elle l'écoute bien. Et d'autres médias. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.